Rendez-vous, le podcast qui fabrique et consolide votre réseau d'apporteurs d'affaires. Salut Romain, Salut Jean-Christophe. on va passer à 20 minutes ensemble. Est-ce que tu pourrais commencer par juste te présenter Je m'appelle Romain Tidgat, j'ai 31 ans et je suis actuellement conseiller en gestion de patrimoine et courtier en prêt immobilier. Je travaille à mon compte en tant qu'indépendant. Juste un mot, tu as décidé de te lancer un peu en solo sans t'attacher à un réseau national connu. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix ? Exactement, je travaille en indépendant, je me suis mis à mon compte il y a 4 ans, initialement avec un associé. Et depuis, après 3 ans d'expérience, on s'est séparés pour raisons familiales et je travaille tout seul depuis le mois de janvier. Alors, qu'est-ce que tu as fait avant Quel est ton parcours un peu académique enfin, qu'est-ce que tu as fait comme études notamment ? Alors ça a pas mal changé puisqu'initialement quand j'étais en prépa, je voulais devenir militaire et je préparais Saint-Cyr, l'école d'officier. Finalement, les concours en ont décidé autrement, donc j'ai fait des masters en finance. J'ai 2 masters en finance, un d'école de commerce et un de la fac. J'ai commencé par travailler en banque à Paris, dans un service qui était dédié aux expatriés. Et ensuite, j'ai fait 1 an comme salarié dans un cabinet en gestion de patrimoine à Nantes. Qu'est-ce que tu retires de tes années de formation ? Beaucoup de choses de mes études, dans la mesure où on était assez généraliste, ce qui permet d'avoir une culture générale assez importante, et ce qui aujourd'hui me sert dans mon métier. Ensuite, je pense que la formation, elle se fait justement au contact de mes clients. C'est-à-dire que par exemple, en banque, j'ai rencontré des cadres d'état-major de grosses sociétés, et ce serait complètement idiot de partir du principe que c'est le conseiller qui sait tout et que le client est là pour simplement écouter et exécuter. On a eu la chance de rencontrer des gens avec des postes et des carrières incroyables. La moindre des choses, c'est de leur poser des questions. Monsieur Untel, comment êtes-vous arrivé là ? Comment faites-vous ça ? Comment vous organisez vos journées quand on gère une boîte avec 100 000 personnes ? Et c'est comme ça, en fait, qu'on se forme au contact de ses clients et d'autres personnes. Est-ce que tu es toujours en lien avec les anciens étudiants ? Par exemple, tu es dans un réseau alumni ? Non, pas trop. Hormis les écoles militaires, puisque c'est un petit monde et que j'ai plein de copains dans l'armée. Quelles sont les passions que tu peux avoir au quotidien ? Comme beaucoup, en ayant fait une école militaire, c'est le sport. Je fais pas mal de vélo, par exemple, puisque à Nantes, on peut circuler sur les bords de Loire. Est-ce qu'il y a des ponts, des liens entre ta formation, ta première expérience professionnelle et ce que tu fais aujourd'hui ? Tout à fait. Mais aujourd'hui, je travaille énormément avec des militaires et je travaille encore avec des expatriés. Donc complètement en lien avec mes expériences précédentes. Pourquoi aujourd'hui tu es si à l'aise avec la cible militaire ? Parce que j'ai passé 5 ans dans un lycée militaire. J'ai fait première terminale et 3 ans de prépa. Je préparais le concours pour être officier. Donc c'est un milieu que je connais bien et j'étais pompier auparavant. C'est des valeurs aussi, certainement. Tout à fait. Le sens du service et de l'engagement auprès de la communauté et de ses concitoyens. On va passer à la carte blanche. Tu as 1 minute, je vais te donner le micro, tu as 1 minute pour nous parler. Merci Jean-Christophe de me laisser cette possibilité. Moi, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est finalement lancez-vous. C'est-à-dire que aujourd'hui, je travaille que sur la base de mon réseau, que je ne prospecte même plus, alors qu'initialement, je suis pas du tout issu d'une famille d'entrepreneurs. Je viens pas d'une famille avec de l'argent, je viens d'un tout petit village en Picardie, et pour autant, on peut s'en sortir, malgré ce que parfois disent les profs ou l'entourage. Il faut juste essayer. Yes, le message est passé. Rendez-vous, le podcast. Dans la deuxième partie de ce podcast, on va parler un petit peu de ton activité. Raconte-nous un peu la genèse de pourquoi est-ce que tu as décidé de partir sur ce type en particulier d'activité. C'est venu pendant le confinement, puisque mon premier associé on travaillait ensemble, on était salariés tous les deux. On avait déjà travaillé ensemble en tant que salariés sur des dossiers pour des clients. On s'est dit qu'on s'entendait bien, on avait des envies d'indépendance tous les deux pour pouvoir travailler comme bon nous semble, organiser nos agendas, choisir nos produits et nos clients. Et on s'est dit pourquoi pas se lancer dans l'aventure tous les deux. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement ? Aujourd'hui, je fais du courtage en prêt, c'est-à-dire que j'aide des particuliers qui veulent acheter un bien immobilier, une résidence principale ou investir dans l'immobilier à trouver un crédit. Et je fais également tout ce qui est placement financier. Je peux trouver des appartements, etc. pour aider des gens à répondre à des objectifs de vie. Préparer leur retraite, payer les études des enfants, ce genre de choses. Alors dans la carte blanche, tout à l'heure, tu as dit que aujourd'hui, la majeure partie de tes clients et de tes prospects viennent du réseau. Comment est-ce que tu as fait pour en arriver là ? Le réseau, ça se développe assez naturellement.
J'ai découvert ce principe quand je travaillais à Paris, avec des clients, notamment beaucoup du Moyen-Orient ou d'Afrique, avec c'est culturel, finalement. On discute, on s'entend bien, on prend le thé, on parle de tout et de n'importe quoi. Et à la fin, on voit si on s'entend bien, si on peut travailler avec. Et aujourd'hui, c'est exactement comme ça que je travaille. Je travaille que avec des clients qui parfois deviennent même des copains. Alors, mais c'est quoi ta stratégie pour retrouver des nouveaux copains alors? La recommandation, c'est-à-dire que j'en parle tout le temps. J'explique ma stratégie également à mes clients, en disant écoutez, aujourd'hui, monsieur le client, je vais pas vous assassiner sur les frais. Si vous êtes content de mes services, je pense que vous en parlerez à vos copains. Tu as enseigné le réseautage, la prescription à l'école, ou tu t'es renseigné soi-même là-dessus, ou tu fais quelque chose naturellement? Pas du tout, je me suis pas renseigné, formé en particulier, c'est venu assez naturellement au contact de mes clients. Est-ce que tu as une stratégie concrète en fait avec chaque client? Est-ce que tu les rémunères par exemple? Est-ce que tu es sur de l'apport d'affaires? Est-ce que comment tu guides tes clients pour qu'ils puissent te recommander efficacement? La problématique dans le réseautage, c'est souvent quand notre prescripteur il est face à un potentiel client pour nous, il sait pas toujours comment nous pitcher. Alors ça, faut remonter à mes cours de prépa, où on avait des cours de littérature, on nous expliquait que le principe de la société, c'est donner, rendre, recevoir. Et c'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire que mes clients, parfois, je leur apporte du business. C'est-à-dire que j'ai financé, par exemple, une avocate. Un autre de mes clients avait besoin d'un avocat. J'ai demandé à ma cliente si elle était d'accord pour prendre un nouveau dossier. Et en faisant ça, en donnant dans un premier temps, sans rien en retour, ça permet justement de se faire recommander. Ensuite, ça impose de travailler de cette manière, ça impose une certaine discipline. C'est-à-dire que je travaille beaucoup dans des milieux professionnels un petit peu hermétiques. C'est-à-dire les militaires, c'est un petit monde, tout le monde se connaît. Donc si je fais une bêtise, je serai plus recommandé. Donc ça impose de vraiment être sérieux systématiquement et de reconnaître ses limites. Ça demande de l'humilité, c'est-à-dire que si je sais pas faire quelque chose, je préfère le dire dès le début, je fais pas perdre de temps, je perds pas le mien, et au moins je suis recommandé pour les fois suivantes. Et tu passes beaucoup de coups de fil pour entretenir ton réseau? Quelles sont tes astuces pour fidéliser, faire en sorte de jamais perdre le lien? Alors je suis un mauvais élève là-dessus parce que je ne passe pas ma vie à relancer systématiquement. En revanche, ça peut se jouer sur des petites choses, c'est-à-dire que parfois je réponds gratuitement à des questions. On me dit au fait, ma sœur a tel projet. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, non, je donne un avis rapide. Ça peut être souhaiter les anniversaires, une bonne année, ce genre de choses, des messages complètement innocents, de prime abord, qui permettent en fait d'entretenir de bonnes relations avec tout le monde. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu travaillais beaucoup avec des militaires. Ta cible privilégiée, c'est 100% de tes clients? C'est devenu une grande partie de mes clients, en effet, la majorité, tout simplement parce que j'ai commencé à travailler avec des militaires quand ils étaient encore en école d'officier notamment, et que c'est un tout petit monde. Tout le monde a la même situation, c'est le principe de la fonction publique, à grade équivalent, tout le monde gagne la même chose. Donc ils ont des projets qui sont similaires, des évolutions de carrière qui sont identiques également, et ce qui permet, une fois qu'on parle la même langue, d'être recommandé et de continuer de travailler dans ce milieu. Ouais, quelque part, tu as segmenté ta clientèle avec une spécialisation sur ces professions-là. Alors, je l'ai pas fait que avec l'armée, par exemple, avec mon ancien associé, on a travaillé pas mal avec une entreprise du secteur privé. On a eu un premier client qui travaillait dans un atelier. Ça s'est bien passé. Il nous a présenté la moitié de l'atelier qui sont aujourd'hui nos clients également. En fait, on a développé avec mon associé, je le faisais déjà avant, une sorte de communautarisme professionnel, du corporatisme finalement. Parce qu'à force, on connaît bien la profession, donc c'est facile de comprendre l'environnement. Et comme j'ai un métier qui est un métier qui touche à l'argent, la confiance est indispensable. Justement, comment tu fais que la confiance s'installe dans la durée? Tout simplement, je me présente. En fait, j'explique directement à mes clients, donc puisque pour faire mon travail, je suis obligé de connaître toute leur vie. C'est-à-dire combien ils gagnent, combien ils ont sur leur compte, les projets de vie, est-ce que vous voulez des enfants, ce genre de choses. On touche finalement au très personnel, voire à l'intime. La moindre des choses pour établir la confiance, c'est de se mettre au même niveau et donc de se présenter. Donc la présentation que je fais, c'est je me présente, mon âge, d'où je viens, pourquoi j'ai créé cette société finalement, pourquoi je fais ce métier, comment je me rémunère, ça c'est un point qui est indispensable également. Et un point également indispensable que je rappelle systématiquement, c'est la confidentialité. Encore une fois, on touche à l'argent, à la confiance. Même si je travaille à la recommandation et que tout le monde se connaît, la moindre des choses, c'est de bien cloisonner. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce qu'on peut t'aider pour quelque chose dans le cadre de ton activité actuellement? Il y a des choses que tu souhaites améliorer? Ce que tu peux me souhaiter, c'est que ça continue de cette manière. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai de la chance. Je ne prospecte même plus. Je travaille uniquement sur la base de la recommandation. Donc tant que ça peut continuer comme ça, c'est le principal. Tu as travaillé pendant 4 ans dans une grande banque. Qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience? Forcément, tu as dû
apprendre des choses, progresser, apprendre ton métier aussi. Puis il y a peut-être des choses que tu as vécues qui t'ont permis de faire la migration vers l'entrepreneuriat. Tout à fait, j'ai appris l'exigence, puisque mon travail, c'était d'accompagner en fait et de gérer des avoirs pour des clients expatriés ou des investisseurs étrangers. Et beaucoup de personnes étaient une clientèle très haut de gamme, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais que des gros postes. Et donc ça impose d'être rigoureux systématiquement. J'ai découvert en fait que ça servait à rien de mentir à son client. Écoutez, monsieur le client, là j'ai fait une bêtise, je vais la corriger de telle manière. Et cette humilité permet de continuer de développer et d'être de nouveau recommandé, même par des personnes qu'on pensait, quand on vient d'un petit village, complètement inabordable. Travailler dans une grande banque, c'est du stress au quotidien, c'est de la difficulté à atteindre ses objectifs commerciaux, par exemple? C'est du stress, oui et non, c'est-à-dire que c'est du bon stress. Quand on a un métier un peu commercial, comme le mien, on aime un minimum le challenge, on aime atteindre des objectifs. Si on n'avait pas, on viendrait pas dans ce genre de poste. C'est pour ça que je considère que c'est un bon stress. En revanche, effectivement, travailler dans une banque, c'est pas forcément évident, dans la mesure où malheureusement, il y a beaucoup d'agences qui sont sous-staffées et qui fait qu'on récupère énormément de dossiers et qu'on a une quantité de travail, qui est énorme et qui impose une nouvelle fois de la rigueur et de l'organisation pour pouvoir tout gérer. Allez, pour terminer, une dernière question. C'est quoi les causes qui te sont chères en termes de vie associative, d'engagement pour la nature? C'est des choses pour lesquelles tu milites aussi? Alors moi, c'est plutôt l'accès à l'éducation et notamment lutter contre le déterminisme social. C'est-à-dire que mes parents n'ont pas fait d'études, ou presque. Mon père a arrêté l'école en 5e, par exemple. Ma mère en première. En revanche, ils nous ont appris à toujours travailler. C'est-à-dire que quand on veut, on peut. Moi, je viens d'un petit village, il y a 234 habitants. C'est très précis. On n'a pas de réseau. Et pour autant, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, même si je suis tout seul pour l'instant, mais auparavant, j'avais des salariés, par exemple. Et je travaillais que avec des clients. Normalement, mes professeurs m'auraient dit, tu ne pourras pas rencontrer ce niveau de personnes, etc. Certains de mes employeurs me l'ont dit, et aujourd'hui, je renvoie des textos pour prendre des rendez-vous. Ça se fait simplement. Donc voilà, c'est pour ça que l'éducation, c'est pas parce que on est sans le sou et qu'on est dans une famille où il n'y a pas de réseau que on peut pas le développer soi-même. La seule chose, c'est de croire que c'est possible et de s'en donner les moyens en travaillant. Écoute, merci à toi pour ce témoignage. Merci à toi, Jean-Christophe. C'était Rendez-vous, le podcast qui fabrique et consolide votre réseau d'apporteurs d'affaires.